d'innovation ici dans le client qui nous appelle chez eux. Donc on les remercie. Et puis le sujet va être... merci. Le sujet va être très d'actualité, puisque en lien total avec le développement durable et pour réfléchir à des idées vers une production plus durable. Donc, il vous est proposé aujourd'hui par Julien Traverse, qui est fondateur de All Triangle, et puis Grégory Pesset, qui est directeur développement chez Jonathan & Fletcher. Donc, sans plus tarder, on va commencer parce qu'on a un timing un peu serré. Et donc, je laisse la parole à ces deux animateurs. Merci. Donc en fait, on s'est proposé avec Greg d'animer ce workshop sur réinventer sa chaîne de valeur de l'idéation à la production durable. En fait, les objectifs du workshop pour nous, c'est très court, on n'a qu'une heure. Et en fait, on part du constat que personne n'a la solution optimale ou la solution en or. Et donc l'idée du workshop, c'est de l'animer en fait comme un débat. Nous, on va commencer une petite présentation où on va vous exposer nos problématiques qu'on a en tant qu'agence. Donc, on est prestataire de services pour des marques de l'outdoor, dans le développement et la conception de produits footwear pour le Triangle et apparel pour Greg. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un débat un peu participatif pour vous rencontrer, pour savoir un peu ce que vous faites dans vos entreprises à ce sujet-là. Et ensuite pour échanger des idées et voir comment est-ce qu'on peut avancer un peu tous ensemble. Voilà, donc c'est le format qu'on a choisi avec Greg d'animer ce matin. Voilà, donc on va attaquer. Donc le point de départ, c'est vraiment déjà pour que tout le monde comprenne le contexte. Donc nous, All Triangle, on est une agence de conception de produits footwear, donc chaussures. En fait, on a couplé deux métiers. Une partie concept, études de marque, positionnement de marque et création de concept. Donc on a des designers, des ingés, des personnes en marketing et un bureau d'études techniques footwear. Donc au sous-sol, en fait, on a un atelier de conception et on est capable de prototyper, créer des produits très très rapidement pour vraiment minimiser en fait toute cette boucle de production. Donc on se considère comme des connecteurs, donc on est vraiment en lien avec la communauté et l'approche qu'on met en phase, on commence par la marque. Donc le territoire de marque, son ADN, on voit comment elle peut jouer sur un territoire de sport ou de produits pour ensuite créer des concepts. Et le lieu, alors vous n'avez pas eu le temps de visiter ce matin, mais vous avez vu qu'on a une partie accueil avec une partie mur d'escalade et des vestiaires. Et en fait, notre rôle, en créant des concepts et en étant en lien en fait, avec la marque, notre rôle est de gapper en fait, avec le conso. Et c'est pour ça qu'on fait venir en fait, énormément de consommateurs ici, dans des grimpeurs ou des montagnards forts du bassin anncien ou de la région Rhône-Alpes. Et en fait, ça nous permet vraiment d'être en lien avec cette communauté. Donc on vient coupler une approche très brand-centrique avec une liaison permanente avec la communauté. Et notre rôle, nous, All Triangle, c'est vraiment de faire le pont entre ces deux univers-là. Alors bonjour à tous. Pour présenter rapidement l'agence Jonathan & Fletcher, nous on est un bureau de design et de développement de produits textiles avec deux antennes. Une qu'on va appeler compétition, où là on fait de la R&D, du développement de produits et de la production 100% maîtrisée chez nous à Annecy, de produits de compétition dédiés aux Jeux Olympiques ou aux Coupes du Monde. Donc on est vraiment très proche des athlètes, on développe, on fait du sur-mesure au cas par cas et on s'adapte à chaque discipline sur lesquelles on va pouvoir développer des produits. Et on a une deuxième branche que là on appelle développement, où notre rôle c'est d'accompagner les marques dans le développement de tout ou partie de leur collection en pouvant proposer du design, de la recherche de concepts, du prototypage, du modélisme, jusqu'à de l'accompagnement sur de la petite et moyenne série. Donc pour ça, nous on n'est pas très loin d'ici, on est ancré au cœur des Alpes, à Annecy, dans la zone des Glaisins. On est des spécialistes du corps en mouvement dans des situations extrêmes. On sait accompagner nos clients, ou en tout cas on essaye d'accompagner nos clients dans leur transition écologique, et pour ça on conçoit, on développe et on produit donc de petites et moyennes séries. Voilà. Donc là, en fait, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est notre vision de l'innovation. Nous, on part toujours de la marque, de son territoire, de son ADN, parce qu'on pense que c'est ça qui vient créer en fait, le point de différence de tout produit qu'on va lancer sur le marché, c'est d'où vient la marque pour aller jusqu'au conso.
par des cercles d'influence, donc les collaborateurs, les employés de la marque, puis les partenaires, donc les retailers, et ensuite les consommateurs. Je ne dis pas qu'on est contre une approche consumer-centrique, on utilise la partie consumer à la fin pour valider en fait nos théories et nos concepts. Par contre, on pense que si on ne se focus uniquement que sur le consommateur final, ben on a moins de points de différence à ajouter à la marque, on a moins de points de différence dans l'usage et on crée moins d'innovation. Donc on essaie vraiment de mêler une approche brand-centrique avec une approche consumer-centrique. Le point commun qu'on va avoir entre chez All Triangles et chez Jonathan et Fletcher, finalement, c'est que c'est un peu notre process d'innovation, ce qui nous permet d'être innovants tous les jours, c'est qu'on réunit sous un seul et même toit un studio de création et un bureau d'études techniques, une unité de développement et un atelier de confection. Donc le studio de création nous permet de faire des itérations, de faire de la recherche, des évaluations, créer des produits ou même des gammes complètes qu'on peut ensuite traiter avec l'unité de développement. On va faire du sourcing, modélisme, des tech packs, etc. qui nous permettent ensuite d'aller sur l'atelier de confection. On va pouvoir prototyper, tester nos prototypes, valider nos prototypes, faire de l'échantillonnage et ensuite passer sur de la petite et moyenne série. Et c'est avec ce même process finalement qu'on est capable d'accompagner nos clients dans une transition écologique, c'est ce qui est inscrit en vert en bas, en partant avec le même format, la même chaîne. Simplement, au départ, on va tout de suite commencer à penser l'éco-conception avant même la création du produit. Dans le process de design, on va essayer de lier de la fonction à du design. Ensuite, quand ça passe à l'unité de développement, bien sûr, il y a de l'optimisation de matière avec des placements de coupe. On essaye d'optimiser, d'avoir les meilleures efficiences possibles. Faire un sourcing de proximité, Europe, à côté de chez nous, France, pourquoi pas. Et bien sûr, l'atelier de confection qui est sur place, qui nous permet quand même d'avoir, et ça, c'est pas la moindre des choses, une flexibilité sur les quantités d'abord, et bien sûr de réduire un petit peu les flux logistiques. Yes. Donc la chaîne de valeur, nous, notre chaîne de valeur, elle part, là elle est représentée dans son entièreté. On va déjà partir vraiment de l'ADN de la marque, de son territoire, comprendre la marque, ce qu'elle est, ce qu'elle veut être, ce qu'elle représente, pour pouvoir ensuite commencer à faire toute une itération d'idées, définir un petit peu le cahier des charges, qui nous amènera vraiment sur la partie conception, qui sont donc les trois piliers qu'on voit ici, avec du style, du design, de la R&D, commencer à faire de la pièce d'étude pour pouvoir valider aussi des parties du vêtement, nous donner des points de validation qui nous permettent ensuite de réaliser le modélisme et le patronage, et enfin d'arriver au prototype, la phase de test, pour pouvoir vraiment valider tous ces concepts, valider une ergonomie, valider une fonction, valider un produit dans son usage global, pour enfin arriver sur une production locale et la distribution, qui est le dernier point de cette chaîne de valeur. En fait, comme constat de départ, on était allé à une conférence avec Mathieu l'année dernière à Londres sur la biofab, donc les biofabrications. Et on avait eu une conférence de Cyril Gutsch, qui est le fondateur de Parley. Donc Parley, c'est une association qui récupère du plastique sur les plages et qui se charge ce qu'ils appellent Ocean Plastic, et ils se chargent de le remettre dans un circuit de production pour faire de la matière recyclée. Et en fait, on avait vraiment adoré une de ces phrases qui disait que Purpose is the new luxury. Donc en fait, le Graal, il est vraiment d'arriver avec des produits qui ont une réelle raison d'être et une réelle éco-conception pour arriver à quelque chose de plus durable. Et en fait, le point de départ de sa théorie était de dire que le recycler du plastique, c'est une très très belle première étape, parce que ça permet aux marques et aux personnes de se mettre dans un mouvement positif, de faire du business grâce à ça, pour ensuite créer un futur encore meilleur. Voilà, donc c'était vraiment le point de départ qu'on a voulu illustrer ici. Et ensuite, pour revenir sur la chaîne de valeur, quand on prend le dernier point que Greg expliquait, il y a toute cette partie production locale et distribution. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup, nous, en tant qu'agence, des produits fabriqués là où ils sont achetés. Et on voit que sur les 10 dernières années, on a vu que beaucoup de marques en fait, se créaient une différenciation par l'endroit où ils produisaient, donc que ce soit de la relocalisation ou même de la localisation, parce qu'on a beaucoup de produits qui sont fabriqués en Europe, on voit aux États-Unis beaucoup de produits fabriqués aux US,
tout le milieu alimentaire aussi avec des locally ground, des fermes qui produisent localement, éthiquement, éco et compagnie. Et on trouvait que l'initiative qui a été publiée il y a quelques jours par Chamatex avec des partenaires de marque, Babola, Salomon, Millet, sur leur usine Shoe Factory 4.0 était déjà une super bonne initiative. Et je pense que s'ils arrivent au bout de leur idée, c'est-à-dire de dupliquer cette chaîne de distribution, enfin on l'avait vu avec Salomon Mesh aussi à l'époque, qui était l'idée de départ, s'ils arrivent à dupliquer cette unité de production aux endroits où les gens consomment les produits, ben on trouve que ce sera difficile de faire mieux, en tout cas sur la partie en termes production pure. En termes d'éco-conception. Et si je rajouterais juste un truc, c'est que bien souvent, le process finalement de développement, de sustainability, d'apporter de la durabilité dans un produit, il arrive souvent un petit peu tard dans cette chaîne de valeur, alors qu'il doit être traité vraiment en amont. C'est-à-dire au tout début de la chaîne de valeur, dès l'ADN, dès le territoire de marque, on doit commencer à conceptualiser comment et à quel moment l'éco-conception doit intervenir dans le produit, si on ne veut pas simplement utiliser des matières recyclées ou des matières naturelles au détriment parfois du produit qui peuvent le desservir, on va le voir ensuite. Ensuite, bon, ceux que je ne connais pas, j'aime beaucoup Nike. Du coup, en fait, je suis parti de leur principe de circularité. Donc, ils ont défini en fait, un process de 10 principes de design circulaire dans leur conception de produit, donc qui part du matériel. Et j'ai essayé de trouver des exemples en fait, qui sont attachés en fait, à chaque principe. Le seul point alors, négatif que je trouve dans cette slide-là, c'est qu'on s'attache souvent à la finalité, ou en tout cas à la mort du produit, plutôt qu'à sa durée de vie quand le conso l'utilise. C'était uniquement ça, c'est que l'usage en fait est passé au second plan et on vient se focuser sur tout ce qu'il y a en amont de l'usage et tout ce qu'il y a après et en fin de vie du produit. Par contre, ça nous montre que dans chaque principe, il y a quand même des exemples qui sont hyper bien travaillés. Sur le côté cyclabilité, donc en fait comment réutiliser un produit, j'ai repris l'exemple de la Index 01 de Salomon, donc une chaussure monomatière capable d'être recyclée entièrement. Par contre, ça vient parler des problèmes qu'on va avoir sur la réutilisation de cette matière-là, sachant que 10% de ce plastique recyclé sert à recréer un nouveau plastique. Pareil, l'exemple des grinders, là, de ces semelles grindées, donc toujours chez Nike, dans le système de réutiliser en fait des midsoles EVA, de les broyer pour recréer de nouvelles matières. Sur la partie désassemblement du produit, là, c'est une grosse problématique qu'on a dans la chaussure, parce qu'on a beaucoup de matières différentes pour faire en sorte que la chaussure soit très performante, collée, et donc du coup, on se pose énormément de questions sur comment arriver à faire en sorte de décoller le produit. J'ai repris l'exemple de cette marque autrichienne de snowboard, Niche, qui a été créée par un rider autrichien. Et eux, ils ont des résines en fait, qui, chauffées, permettent de désassembler complètement le snowboard pour pouvoir réutiliser et recycler chaque partie de la planche ensuite. Le parti Green Chemistry, donc là c'est vraiment, il y a beaucoup de marques qui font des efforts sur comment faire en sorte d'avoir des produits qui sont beaucoup moins contaminants pour les utilisateurs et aussi pour l'environnement. On a vu énormément de choses aussi se passer sur le côté refurbish, donc remise à niveau en état des produits. Donc j'ai cité Patagonia avec l'exemple Wornwear, mais il y en a d'autres. Il y a Veja qui a créé une boutique où ils repassent tous les produits qui avaient des défauts sortis d'usine pour les vendre aux consommateurs. La notion de versatilité qu'on voit de plus en plus. Alors, je trouve que c'est une approche un peu, on va dire, qui n'est pas vue par le top de la perf. Souvent, nos athlètes, ils ont un besoin qui est extrême. Et donc, du coup, ce besoin extrême va souvent à l'encontre de la versatilité. Une chaussure qui peut tout faire, finalement, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Mais il y a quand même des bons exemples aujourd'hui sur le marché de produits ultra versatiles. La durabilité, ça, Greg, il avait une petite... Sur la durabilité d'un produit, on sait aujourd'hui que si on arrivait, par exemple, dans l'industrie du textile, si on arrivait à augmenter la durabilité d'un produit de 50% dans son utilisation, on pourrait économiser jusqu'à 64 millions de tonnes de CO2 par an.
en augmentant simplement la durabilité d'un produit, donc la durabilité d'usage et le temps de vie en fait, simplement d'un produit. Du coup, j'ai pris l'exemple de Levi's sur le côté durable de leur jean. Ça ne les empêche pas du coup d'avoir tous les d'autres cases en fait, sur le côté disassembly ou réutilisation des chutes pour créer leurs produits. Par contre, ils sont vraiment sur un concept de produit durable. Sur le packaging, pareil, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui sont en train de se créer. Là, j'ai pris l'exemple de Repack. On sait qu'il y a Picture qui utilise ce système. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, vous recevez votre achat dans cette enveloppe Repack que vous pouvez ensuite reposter pour qu'elle soit réutilisée pour un prochain conso et un prochain achat. Et après, le dernier, il vient à la fin, mais je pense que ce serait pas mal de le mettre au début, c'est les nouveaux modèles en fait, économiques. Là, j'ai pris l'exemple le plus marquant des dernières années, qui était la pub de Patagonia sur le Don't Buy This Jacket. Alors, on sait tous que leur objectif, il est de vendre des vestes, mais il y avait quand même ce message assez puissant qui était paru. Et j'ai pris l'exemple de la dernière chaussure de On. Alors, je ne sais pas si vous avez tous vu, mais en gros, au lieu de vendre des chaussures, maintenant On, avec ce modèle-là, vend un abonnement, donc de 29 € par mois. Et en fait, l'idée, c'est que la chaussure, elle est faite à base d'huile de ricin, qui peut être en fait du coup totalement recyclée. Donc c'est une chaussure monomatière. Et l'objectif, c'est que vous utilisez la chaussure et quand elle est dégradée, vous la renvoyez à On. Il s'occupe de toute la partie recyclabilité du produit et vous recevez une nouvelle paire de chaussures. Voilà. Du coup, avec un système de filles mensuel en fait. C'est ça. Voilà. Donc nous, c'est vrai que cette partie-là sur le circular design, on pense qu'il y a énormément de choses qui sont hyper intéressantes. Il y a peu de marques qui arrivent à traiter l'ensemble du problème. Comme je disais tout à l'heure, souvent c'est des choses qui ne traitent uniquement que de la confection du produit ou de sa mise en fin d'utilisation et très peu sur la partie utilisation pure. Et du coup, ça m'emmène sur cette slide-là, c'est qu'en fait, on a beau voir énormément de choses qui se passent d'un point de vue... toutes les grandes annonces aujourd'hui des marques, elles sont faites sur cette partie éco-conception. Par contre, ce qui drive toujours le conso, et notamment le conso perf, ça va être des chaussures qui leur permettent de battre des records, de courir mieux. Et donc, il y a quand même cet usage et cette notion de performance qui est quand même hyper recherchée chez la plupart des consommateurs. Et quand on voit, dans l'outdoor en général, dans l'industrie outdoor de manière générale, on a toujours cette notion de recherche de performance technique, de performance durable, technologique. C'est ça. Et du coup, quand on voit la dernière Nike Alpha Fly et toute la gamme qui en découle, c'est des puzzles de matières souvent. Alors Nike utilise 75% de matières recyclées dans la conception de leurs chaussures. Par contre, on sait que c'est des conceptions qui sont hyper compliquées et qui ne sont pas forcément faciles à recycler. Mais le message là, il est uniquement sur la performance. Et nous, c'est une des grosses problématiques qu'on a en tant qu'agence, c'est qu'on est sur le haut de la pyramide consommateur. Donc on travaille avec les athlètes et avec les consos les plus corps de leur sport. Et c'est vrai que le brief de départ, il vient uniquement sur la performance. Et ensuite, on nous demande de rattacher les wagons sur l'aspect durabilité, conception et compagnie. Et en fait, la problématique qu'on a, au-delà du design circulaire, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à rendre la sustainabilité au service de la performance. Et pas uniquement une toolbox qui vient une fois qu'on a créé le produit en se disant bah, tiens, je remplace ce fil PU par du PU recyclé ou je remplace cette EVA par une matière biofab ou ce rubber par un bio-based rubber et compagnie. Donc là, on s'est vraiment posé la question de se dire bah, est-ce que la durabilité d'un produit sur le long terme, est-ce qu'elle peut être son unique raison d'être? C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de produits qui sont mis sur le marché avec comme unique raison d'être plus durable. Or, si on prend, on avait un autre exemple de production, et là, je suis complètement ouvert, et si vous avez des remarques ou ou si je dis quelque chose de faux, n'hésitez pas. Mais on sait que si on continue à créer de plus en plus de produits recyclés et recyclables, en 2050, pour recycler tout ce plastique recyclable, on devra créer 6 fois plus de nouveaux plastiques. Ce qui est une aberration complète de la sustainability. Un peu une certaine aberration.
Et puis ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant sur la chaîne de valeur. On voit encore beaucoup de marques qui finalement font intervenir le côté sustainable un petit peu trop tard dans la chaîne de valeur, en se disant bon bah maintenant on a conçu un super produit et quels matériaux on va utiliser, est-ce qu'on utilise un polyester recyclé, est-ce qu'on utilise un coton bio, et finalement on pense que c'est quelque chose qui doit être pensé mais largement en amont de cette chaîne de valeur, c'est-à-dire avant même dans la conception du produit, qui doit être anticipé de manière à pouvoir ensuite être diffusé dans la chaîne de valeur tout au long de la chaîne de valeur pour vraiment avoir quelque chose de durable. Il y a un autre truc, c'est que souvent on a l'impression que les marques créent des produits durables ou plus écologiques en plus de leur gamme actuelle. En plus de leur gamme actuelle. Ils vont remplacer leurs produits existants, ils vont créer une nouvelle collection, pas même la Salomon Index, et non, c'est pas un produit qui vient remplacer un truc existant. C'est une de plus. Oui, ouais. Exactement. Exact. Alors nous, je suis entièrement en phase avec ça. Par rapport à notre point de vue, c'est déjà une super bonne première étape. C'est-à-dire que il y a un vrai focus qui est fait sur la sustainabilité. Maintenant, cette chaussure-là, d'un point de vue conso, elle ne permet pas à Kilian pour le moment de battre ses records ou elle ne permet pas aux athlètes de créer une vraie valeur ajoutée en fait, dans le produit, au-delà de la sustainabilité. Et pour nous, c'est vraiment ça la grosse question qu'on a, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre la performance au centre en fait, du brief produit et que la sustainabilité, elle vienne servir cette performance. Je peux dire deux choses? Bien sûr. Donc, je vais juste représenter la chose, puisque je l'ai développée. Donc, premièrement, la chaussure, elle est faite pour être séparable en deux parties. Elle a été dès le départ pensée pour être recyclable. Donc, le choix des matières, il a été fait pour être recyclable. Il a fallu concevoir le système pour pouvoir récupérer le produit après. Parce que la première chose auquel il faut penser, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de système de récupération des chaussures. Et si elles passent dans un système standard, les matières, elles sont toutes mélangées. Et donc forcément, vous ne captez pas la qualité de la matière. Donc tout ce système, tous les éléments que vous avez mis en place là, ils ont été réfléchis au départ pour concevoir la chaussure, pour pouvoir la séparer. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un autre problème auquel il faut penser, c'est que les chaussures monomatières comme vous avez ici, on est confronté à des problématiques de brevet, puisque une chaussure en thermoplastique monomatière est totalement brevetée par Adidas. Donc aujourd'hui, On Running s'assoit sur le brevet d'Adidas, parce qu'à juste titre, je pense que c'est pour essayer de faire, entre guillemets, du bien pour la planète, en même temps qu'on commercialise un nouveau produit. Mais il y a une autre problématique qui se pose quand on crée un produit, c'est qu'on doit faire face à des problématiques de brevet. Et aujourd'hui, on avait chez Salomon présenté une chaussure monomatière, et on n'a pas pu y aller pour ne pas se confronter à un brevet avec un problème de commercialisation. Donc c'est une problématique d'ensemble qu'il faut vraiment réussir à appréhender, et je suis d'accord avec vous, c'est dès le départ. Après, ce que vous dites, on a créé un produit supplémentaire par rapport au marché. Aujourd'hui, c'est vraiment un test, quoi. On ne sait pas du tout où on va, quoi. Quand vous créez quelque chose de recyclable avec un nouveau business model, un nouveau produit, le mettre à la place d'une speed cross, c'était pas possible, quoi. On est sur des centaines de milliers de paires de chaussures. Vous lancez un truc qui est totalement novateur, vous n'allez pas faire ça, quoi. Enfin, vous risquez de détruire votre marché de vente, c'est pas possible, quoi. Donc on s'est placé dans un marché, et en plus vous parliez de chaussures techniques, du fait qu'on a créé ce produit-là, il ne peut pas se placer au même niveau qu'une speed cross. Le grip n'est pas au niveau d'une speed cross. Il y a tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc prenant en compte tous ces paramètres, ce produit, on l'a placé sur la route, où je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de contrainte de grip. Quand on passe sur une bande blanche, on n'a pas envie de se casser la figure. Mais on prend en compte ces paramètres-là pour placer le produit là où il peut être, quoi. Si on l'avait placé dans un produit de trail, on allait au carton, quoi. On allait au carton parce que tout le monde n'aurait pas voulu. C'est très intéressant, parce que c'est un peu le postulat qu'on a pris en se disant, mais est-ce que finalement on ne dégrade pas un petit peu la performance d'un produit, parfois en voulant le rendre sustainable? Non, là ce produit a été... Alors, c'est pas un produit perf, c'est pas
Alors dans la route, on a quelques produits orientés performance pour vraiment des athlètes, mais c'est un produit qui est fait pour s'entraîner, puis peut-être que les gens ils vont l'utiliser pour faire un marathon. Après, c'est en fonction de l'appréhension de chacun. Personne. Mais il y a tous ces paramètres qui rentrent, et méfiez-vous de ne pas faire des analyses simplifiées, quoi. Tous ces paramètres, on essaye de les prendre dès le départ pour essayer d'avoir le produit qui soit le plus proche, de faire un produit qui corresponde à la pratique, quoi. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer très bien. parce qu'il y avait 2 ou 3 choses qui me faisaient un peu halluciner. Donc voilà. Est-ce que justement c'est quelque chose que vous testez pour se dire peut-être qu'un jour... Il faudrait passer le micro. Est-ce que c'est quelque chose que vous testez pour se dire peut-être demain, dans 2, 3 ans, 5 ans, c'est des choses qu'on pourra intégrer dans des chaussures existantes de la gamme? De gamme complète. Et que ce test-là va permettre de faire évoluer le reste de la gamme sur peut-être ce ne sera pas toutes des chaussures recyclables, mais au moins d'apporter certaines performances là-dessus, quoi. Ouais, c'est l'objectif. Quand on développe un concept comme ça, c'est ma vision. Quand on développe un concept, le but c'est pas de mettre un concept, quoi. C'est que le concept puisse nourrir ensuite. Il puisse nourrir la gamme et il puisse alimenter la gamme et puis ça sert à rien de. Quand on a présenté le concept shoe, la directive c'était de présenter un produit sustainable. Mais la première chose à laquelle je tenais, et le discours passait pour ça, présenter un concept pour que derrière il meure, ça ne sert à rien du tout. Donc, comme fait l'automobile, quand elle présente un concept, le concept il est décliné dans des produits de gamme. Alors peut-être pas entièrement. Donc le but c'est qu'il soit en gamme, on teste, et puis après essayer de l'étendre, quoi. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. On est face à des contraintes que tout le monde vit. On aimerait bien l'étendre sur le trail running. Mais si derrière tous les consos ils me disent dès que je cours qu'il n'y a plus, je me casse la figure, l'image de la marque elle va faire comme ça, quoi. Donc il faut prendre en compte tous ces paramètres. Mais c'est clair que l'objectif c'est d'étendre la chose et de montrer un peu les tendances. Et en plus de devancer un peu on a des lois qui sont en train de se mettre en place sur l'économie circulaire, sur la récupération des produits. Alors en appareil et en footwear, on est très peu concerné parce qu'on a déjà des systèmes de collecte de produits qui sont en Europe et des choses comme ça. Par contre, sur les produits plus hard goods comme le winter ou les vélos, les systèmes de récupération ne sont pas en place. Et donc aujourd'hui, on va y avoir une loi qui va imposer la récupération des produits pour pouvoir réutiliser la matière. Donc aujourd'hui, récupérer un produit s'il n'a pas été conçu pour pouvoir être recyclé, ça va être vraiment compliqué, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est un peu cette orientation qu'a ce produit-là, c'est de concevoir un produit pour permettre sa recyclabilité et valoriser au maximum la matière. Alors c'est sûr, aujourd'hui, quand on recycle une matière, on met pas que de la matière recyclée, quoi. On est obligé de reprendre de la matière brute ou des choses comme ça. Mais déjà, essayer d'enchaîner dans ce système vertueux, et sans vouloir détruire des choses, ce que j'aimais pas non plus dans les systèmes de recyclage d'aujourd'hui qu'on vous vante sur le recyclage de la chaussure, c'est qu'en réalité, quand on recycle une chaussure ou quand on recycle pas mal d'autres produits, on vous fait une soupe où toutes les matières elles sont mélangées et donc vous en ferez plus rien après. Elles sont plus utilisables, en tout cas elles perdent en performance. C'est un petit peu là. Elles perdent en performance et puis quand c'est pour faire des terrains de sport, comment vous allez recycler la matière? La seule chose pour la recycler, c'est la brûler. Puis du coup, on ne peut plus parler finalement de circulaire en continuant de concevoir des mais on a le même, finalement, c'est un peu le problème aussi qu'on retrouve avec nos agences, c'est de dire mais comment on peut essayer de servir finalement la sustainability, enfin faire en sorte que la sustainability soit au service de la performance. Et on fait part aujourd'hui d'un problème qu'on peut rencontrer et qu'on est là justement pour aussi partager avec vous. Et je trouve qu'il y a des bons points qui sont ressortis parce que de dire tiens, on met des concepts en place mais qui nous permettent demain de pouvoir nourrir les gammes, ça c'est hyper intéressant. Ça peut rentrer déjà un petit peu dans ce tiens, comment faire mieux, comment mieux servir la performance en intégrant la sustainability dans l'intégralité de la chaîne de valeur. Ça c'est un point je trouve qui pourrait être relevé. Moi je suis en phase avec les commentaires et pour nous c'est une vraie bonne première étape. C'est-à-dire qu'on part de produits conventionnels et ensuite, aujourd'hui, la façon dont toutes les marques travaillent, c'est qu'elles viennent remplacer les matières qu'elles ont sur ces produits-là par des produits
issus de matières recyclées. Ensuite, on voit toute cette phase de circularité et les exemples dont vous parliez, donc d'essayer de masteriser en fait tout le cycle de vie du produit, de sa fabrication jusqu'à sa mort et sa réutilisation dans une prochaine chaîne. Maintenant, l'étape, c'est quelle est celle qui va suivre en fait. C'est comment est-ce qu'on va réussir à mettre toute cette histoire de brevet, toute cette histoire de conception, de partage entre les marques, de recyclabilité du produit, pour faire en sorte que toute l'industrie, en fait, elle sorte grandie de tout ça, et pas uniquement faire de l'éco-conception pour faire de l'éco-conception. Voilà, donc nous, c'est... Vas-y, Anthony. Non, moi, je voulais juste faire une remarque. Le micro. Je trouve la problématique super intéressante. C'est une super tension consommateur à vouloir résoudre entre la performance et l'éco-conçu. Je me demande juste, d'un point de vue un peu philosophique, est-ce qu'on pourrait aussi redéfinir la performance pour y intégrer des règles d'éco-conception et de sustainability. Je pense juste à un truc, si on fait des fusées, on est toujours dans des matériaux de ouf, etc. Donc là, les chaussures dont on parle, pour les athlètes dont on parle, on est bien sur des fusées qui vont demander les derniers moyens technologiques qui sont malheureusement aujourd'hui pas très bons pour la planète. Par contre, si je regarde des sports qui ne sont pas les plus vertueux non plus, mais en automobile, il y a tout un tas de règles sur comment les voitures, les Formule 1 sont conçues, etc. Et je me dis, peut-être qu'une des solutions aussi à ça, c'est de travailler avec les événements, les organisateurs d'événements, pour dire demain, le cahier des charges d'une chaussure pour l'UTMB doit inclure 20% de produits éco-conçus ou 30%, etc. Ce qui poussera les marques à travailler dans ces directions-là pour équiper leurs athlètes. Peut-être abaissera un petit peu le niveau de performance des produits dans un premier temps, mais quelque part tout le monde se battra à armes égales avec ce type de produit-là. Et au final, est-ce que c'est pas mieux de faire l'UTMB en 21h30 plutôt que 21h15 avec une chaussure éco-conçue et pas avec une chaussure rockplate carbone ou quoi que ce soit. Voilà, mon input. Après, je pense que l'éco-conception, on peut la voir là où on la parle beaucoup sur la matière, on la parle beaucoup sur la manière dont on va l'intégrer dans le produit, mais je pense que dans le process, il y a énormément d'autres manières d'apporter de l'éco-conception. On voit certaines marques aujourd'hui qui le font bien, qui au lieu de, pour l'appareil, je vais reprendre ma casquette appareil, et on voit pas mal de marques qui aujourd'hui, plutôt que faire une collection chaque année en essayant de faire une parka, puis l'année d'après encore une parka, puis encore une parka, puis encore une parka, puis finalement chaque année essayer de nous vendre une parka, qui travaillent un petit peu différemment et qui finalement vont développer une collection dont ils vont se servir pendant 3 ans en la faisant évoluer un petit peu, en faisant évoluer les bases de patronage, en faisant évoluer un petit peu les produits, et qui finalement vont réduire leurs frais de développement et les amortir un peu plus sur 3 ans, en faisant quand même évoluer les produits, donc en faisant évoluer l'offre, mais en réduisant finalement une partie des frais qui sont liés vraiment à la R&D pure. Tout à l'heure on parlait de versatilité, alors parfois ça peut desservir un peu la performance, mais parfois on peut essayer aussi de, je pense toujours pour les marques, de dire tiens, et si en année 1 je fais une collection avec une parka, une doudoune, un pantalon, mais que l'année d'après, au lieu de refaire une parka, une doudoune et un pantalon, je fais des produits qui peuvent être soit complémentaires, soit qui peuvent s'interconnecter d'une manière ou d'une autre et qui permettent finalement d'étendre l'utilisation de mon produit sur différents terrains. Parce que peut-être que quand je vais mettre ma doudoune dans ma parka, je peux passer de plus 10 à moins 10. Et voilà comment on peut essayer d'envisager de l'éco-conception sans forcément parler que de matières recyclées, sans forcément... Là, on parle vraiment de durabilité et je pense qu'il y a quelque chose à shifter qui finalement, dans toute cette chaîne de valeur, on peut apporter sur chaque élément des notions d'éco-conception. Et c'est un petit peu aussi l'idée, c'est de dire, mais on n'a pas la solution, malheureusement, on ne va pas pouvoir vous la donner. Par contre, ensemble, je suis sûr que vous pouvez nous donner des points comme ça qui nous permettront de pourquoi pas essayer de définir ce que peut être cette case-là avec le point d'interrogation. Après, clairement, c'est le type de remarque dont on a besoin pour démystifier. D'accord. Ouais, c'est vraiment ça qui est assez constructif et c'est des idées en fait que ça un petit peu Et juste en complément, je crois qu'on est tous issus de l'industrie, on a développé nos marques avec des athlètes qui cherchent effectivement le top de la performance, mais il faut qu'on change un peu notre mindset parce que le monde de l'outdoor, finalement, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'outdoor qui n'ont pas la même recherche de performance. Et là, je rejoins aussi la notion de versatilité. Ces personnes-là, la versatilité peut être une vraie source de valeur. Et que je fasse du vélo, du
à pied de temps en temps, du ski de fond l'hiver, Mm. et ben des fois je peux utiliser les mêmes Ah. appareils. Je On le pense voit. qu'il faut qu'on revisite notre notion de performance aussi pour Ouais. s'adresser à ces gens-là et prendre plus en compte la partie C'est vrai. circulaire, durabilité. On le voit aujourd'hui, il faut un legging pour le yoga, il faut un legging pour le running, il faut un legging pour le... Alors que finalement... J'avais une remarque complémentaire pour alimenter le débat. Vous l'avez évoqué un peu quand tu as parlé de l'usage, ce qu'on vient de dire. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que on pourrait aussi imaginer que les gens... Il y a un côté affectif au produit qu'on utilise. C'est-à-dire quand tu fais Oui. as une veste, Bien tu sûr. as fait tel truc avec. Donc c'est un peu une déchirure que de s'en séparer. Ouais. Donc il y a le côté réparabilité qu'on évoque assez rarement. C'est-à-dire le côté... si en éco-conception vous faites en sorte que le zip il soit réparable, ou que Complètement. la semelle soit Ben, c'est un- rechavable, ou le lien soit rechavable, le gars il pourrait, enfin moi je pense qu'il pourrait accepter de payer plus cher un produit performant, des matières nobles, Entièrement. S'il a mais été... qui va garder plus longtemps. Donc Il y là, a toute une mise en place d'un dispositif de réparation. on est vraiment au début de la chaîne de valeur, dans la Ouais. conception du produit, de Ton comment produit, l'imaginer. Tu vas le payer beaucoup plus cher, mais tu vas le garder plus longtemps et tu vas pouvoir le faire réparer. Donc on pourrait parler d'une notion de SAV qui permet d'étendre la durabilité finalement du produit. C'est super intéressant. On recycle, ne vous inquiétez pas, c'est machin. Ouais, mais pourquoi pas le garder plus Ouais, longtemps? ouais, complètement. Alors, bien, après, on dit les marques, ils perdent un peu, même si elles pourraient le vendre, à mon avis, plus cher, du coup. Parce que tu sais que tu vas pouvoir la réparer. Puis il y a le côté un peu, c'est ma veste, quoi, c'est la pompe avec laquelle je fais tel truc. Il y a un petit côté affectif qu'on voit refleurir. Bah, Greg est bien placé pour le savoir. Dès que tu fais du vintage, tu vois les mecs qui ressortent en disant, oh, mais ce produit-là, si je l'avais encore. Si je l'avais, ouais, complètement. Ah ouais, c'est vrai. Hein, voilà. C'est vrai. Il y a des beaux exemples en chaussures de montagne et d'escalade. Je vois il y a un cordonnier à Grenoble qui est spécialisé là-dedans. Sa boutique, il y a toujours la queue. Qui fait quoi alors concrètement? Qui récupère des chaussures pour leur redonner une seconde vie? Il répare les chaussures de montagne et les chaussures d'escalade, il remet Ok. la semelle et sa boutique, elle ne désemplit jamais. Donc ça prouve qu'il y a aussi de la demande pour ça. Après, ouais. Une intervention, en fait, je me présente vite fait, je m'appelle Clément Pinson, en fait. J'ai créé une activité de design, en fait, cette année, avec justement ce souci de vraiment l'utilité des produits, en fait. Je viens de l'industrie du sport, notamment. Et je pense que la question vraiment importante, en fait, quand on parle de durabilité, c'est l'usage des produits. Si on se repose vraiment la question de est-ce que j'ai besoin, en tant que consommateur, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter 10 paires de chaussures parce que je pratique 10 sports ou 5 vestes, et pareil en tant qu'industriel, est-ce que j'ai besoin de refaire les collections, etc. Moi, je me pose vraiment cette question de l'utilité de ce qu'on renouveler. fait, voilà, en tant que designer, en tant qu'industriel, et je trouve que ça, c'est vraiment important. Si on pose cette question-là, à quoi ça sert? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je pense que c'est un moyen aussi d'avancer sur cette direction de la durabilité. Et juste pour revenir aussi sur l'idée de la performance, moi j'ai choisi un peu je viens de la grande distribution. Et en fait, je pense que la durabilité, c'est moins les performeurs que le mass market. Si on veut changer un peu les conditions, enfin, je pense de toute façon les conditions vont changer. Il y a vraiment urgence, il faut le faire sur du mass market. Et s'intéresser aussi, à la performance des produits, c'est bien, c'est intéressant. Je pense qu'il faut vraiment aussi s'intéresser à l'usage que les sportifs comme vous, Un peu plus et lambda. comme moi, on fait effectivement des produits parce que, moi personnellement, je suis très loin de la performance. Du coup, moi, je voulais ajouter, donc en fait, quand on fait des analyses de cycle de vie, donc Oui. il y a un processus normé qui permet de calculer l'impact environnemental d'un produit, Oui. on se rend compte que même si c'est très bien d'utiliser des matières recyclées parce que c'est un premier geste, on est complètement d'accord que le mieux, c'est de rien créer du tout. On Donc est quand d'accord. on va par là, moi j'appuie complètement le discours de se dire comment on fait pour augmenter la durée de vie et Du donner produit. envie au client de continuer à utiliser son produit, comment il faut le faire pour qu'il soit réparable, donc démontable, et que pour moi le plus gros impact qu'on aura en faisant de l'éco-conception, et je rejoins complètement ton discours de dire que ça veut dire qu'au départ, il faut penser à se dire le client, quel va être son parcours utilisateur, et que quand il va voir qu'elle est tachée, qu'elle est abîmée, peu importe, soit une chaussure ou tout autre produit,
le plus gros impact qu'on peut avoir en tant que marque, c'est vraiment de se dire il faut travailler un SAV, il faut travailler la réparabilité. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en place, parce que c'est comme ça qu'on aura le plus faible impact environnemental. Et puis c'est une manière aussi de toujours garder un côté un petit peu performance dans le vêtement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de chanter à un moment donné la performance d'un produit, son waterproofness, windproofness, parce qu'avec le temps, finalement, ça se dégrade quand on va utiliser des matières, qu'on essaye en tout cas d'utiliser des matières ou recyclées ou un peu plus naturelles. On se rend compte que finalement, la durée de vie du produit, elle est vachement réduite. Donc finalement, faire des produits éco-conçus, oui, mais si c'est pour en faire plus ou en consommer plus dans l'année, est-ce que finalement, il n'y a pas une aberration derrière? Donc je pense qu'il y a une notion un équilibre à trouver entre conserver la performance et augmenter la durabilité, et qu'avec ces deux curseurs, on peut déjà... Il y a un vrai biais aux matières recyclées. Donc aujourd'hui, on peut utiliser des matières recyclées, mais souvent dans les produits type chaussures, sacs ou autres, il y a des inductions qui, elles, ne sont pas en matière recyclée. Et donc du coup, utiliser un PET ou un RPET, mais derrière on vient de faire une induction PU, en fait, on a cassé tout le truc de l'intérêt un petit peu d'utiliser la matière recyclée. Donc c'est bien parce que c'est vertueux de commencer par ça. Mais je suis d'accord que ça, c'est souvent des actions qu'on fait quand on n'a pas pensé le produit sustainability au départ, et qu'il faut vraiment penser usage, façon de consommer, et que du coup aller vers de la réparabilité ou de la... On voit même parfois des mélanges de matières, où on voit des mélanges de polyester recyclé avec des matières naturelles, où on se demande si c'est pas aussi une certaine aberration. Pourquoi aller mélanger de la laine avec du polyester recyclé? Pourquoi mélanger du coton avec du polyester recyclé? Et on se rend aussi compte que même s'il y a eu beaucoup d'efforts, là c'est peut-être Thibaut qui pourra nous éclairer là-dessus, je ne suis pas un professionnel, mais qu'on a des problèmes des fois à pouvoir extraire chacune des fibres. Nous, on fait beaucoup de combinaisons de ski qui sont en polyester et en lycra. Aujourd'hui, notre gros problème, c'est comment on arrive à scinder le lycra du polyester. Et chimiquement, mécaniquement, c'était encore très difficile. Je pense qu'il y a eu il y a eu pas mal de nouveaux là-dessus. Mais voilà, il y a... Et après, moi je pense qu'il faut aussi que les marques, alors moi je ne suis pas du tout une marque, je suis indépendante, mais il faut aussi que les marques abordent ce sujet collectivement, parce qu'en fait, mettre en place une filière de recyclage pour des chaussures monomatières ou bimatières ou démontables, en fait, il ne faut pas que ça se fasse tout seul dans son coin, sinon les gens ne seront pas éduqués non plus et ne vont pas se dire, tiens, ça c'est une chaussure Salomon, donc je vais le ramener dans cette filière-là, ça c'est une chaussure North Face, donc il faut que j'aille dans un autre point de collecte. Et à un moment donné, je pense que c'est un sujet où il faut penser collectif, et que voilà, et je pense que vous, en tant qu'agence, moi aussi je représente une agence, il faut vraiment se dire, à un moment donné, il faut pousser nos clients à se dire, mais penser collectif. Pouvoir s'unifier. Et même, et c'est vrai que moi je trouve ça dommage qu'il y ait des brevets qui empêchent d'aller dans ce sens-là, malheureusement, même si on sait qu'il y a du business derrière. Mais que c'est vrai que voilà, je pense que c'est vraiment un sujet où il faut penser global et collectif pour avancer. Moi, je voulais juste ajouter, en fait, pour exemple, nous, on a travaillé avec EcoTLC, qui est donc l'organisme français qui collecte un petit peu d'argent sur tous les textiles qu'on vend. Et en fait, on a travaillé sur un projet de mise en place d'une filière de recyclage chaussures, donc, qui est en Allemagne aujourd'hui, mais qui a été financé par un projet français et européen. Et aujourd'hui, il est possible de mettre une chaussure dans la machine qu'on a fabriquée et d'en faire, d'un côté de sortir le cuir, d'un côté de sortir les textiles et d'un côté de sortir les mousses, quoi. Donc on ne va pas aller effectivement dans tel type de mousse ou tel type de mousse, mais par contre on peut déjà séparer ces trois types de matières-là et après les envoyer dans des filières de recyclage qu'on a du coup construit. Donc on est allé chercher quelqu'un qui fait du cuir recyclé pour aller envoyer tous les morceaux de cuir. Et ça fonctionne, quoi. Et aujourd'hui, ça c'est pas un projet qui est de marque, effectivement, c'est un projet qui fonctionne. Il suffit d'envoyer ses chaussures chez le fournisseur. Et comment l'utilisateur final il au courant? En fait, ça passe par des filières de recyclage classiques comme le relais ou autre. Et en fait, sauf que là, c'est en Allemagne principalement, donc c'est un gros recycleur allemand qui fait ça. Mais en gros, quand on met sa chaussure dans une benne, normalement, elle est censée arriver là-bas. Après, pour l'instant, nous, on a construit l'usine pilote. Maintenant, il faudrait que ça se développe dans tous les pays, il faudrait que ce truc-là soit visible partout, quoi. Ouais, dupliqué. Il faudrait que je suis d'accord avec toi, il faut que ce soit un truc collectif et pas un truc de marque où, effectivement, comme Adidas qui met un brevet, effectivement, c'est quand même... Puis c'est bien quelque chose où les marques pourraient vraiment se rejoindre sans conflit d'intérêt, finalement, aussi, puisque ça va dans le sens de comme je l'ai souligné là, d'une industrie. Et ça fait sens, quoi, finalement, de se réunifier. Et aussi... Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Non, je voulais juste rajouter un truc sur ce que tu disais, Émilie, puis qui est en lien avec ce qu'on dit depuis le départ. Et nous, en plus, on a une agence brand-centrique, donc ça nous parle. C'est le rôle des marques là-dedans, en fait, parce qu'on parle beaucoup du consommateur qui doit prendre conscience
qu'il faut qu'ils fassent du bien à la planète, qu'ils ne consomment pas trop et tout, mais au final, les marques n'arrêtent pas de les feeder avec des nouveaux produits, une notion de vitesse aussi de développement de nouveaux produits. Nous, on le voit bien, on court au développement, on en fait 4 nouveaux par an, et puis dans d'autres marques, c'est des centaines et des centaines. Et en fait, tout ça est antinomique parce qu'on demande au consommateur de moins acheter. Le premier qui lui parle, c'est la marque, et la marque lui dit d'acheter toujours plus, en fait. Et donc voilà, ça va pas, quoi. Ouais, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que ça peut venir des marques? Je pense que si le consommateur, de toute façon, ne change pas sa manière de consommer, les marques, je pense que c'est difficile. Parce que n'importe quelle marque, elle est imbriquée effectivement dans un système de renouvellement d'offres, de croissance permanent. Si une marque ne fait pas de croissance, on le voit bien cette année, elle meurt, elle licencie. Donc voilà, si l'utilisateur de lui-même, au global, et moi je pense que déjà la communauté sportive, et encore plus la communauté sport outdoor, qui devrait être super sensible à ce sujet, si elle ne change pas son mode de consommation, je pense que ça serait difficile de faire que par les marques. Je suis d'accord avec ça, mais les marques ont un devoir d'éducation du consommateur aussi. Ouais. Et ça, c'est super fort. On le voit encore plus dans la grande distribution, c'est encore certainement plus fort. Le produit le moins cher, etc., pour que les gens achètent encore plus de choses, c'est Après, comme on l'évoquait ce matin, finalement, la solution, elle est dans la décroissance. Donc, c'est peut-être produire moins. Mais ça va être compliqué à expliquer aux marques, de produire moins, donc gagner moins. Donc finalement, c'est tout le business model qui est à revoir. Et je pense qu'on peut continuer de faire de la croissance en revoyant un petit peu toute cette chaîne de valeur, quoi, en la rendant plus durable, en amenant de nouveaux systèmes. On voit avec On qui initie des choses qui sont intéressantes. Pourquoi pas demain, pourquoi pas voir naître des marques où tous les produits finalement sont... je les paye mensuellement. Par contre, je sais que quand j'ai besoin de changer le zip, quand j'ai besoin de changer un aimant, un bouton, une pression, j'ai un service qui est irréprochable, quoi, voilà. Pourquoi pas? Encore une fois, on n'a pas la solution. Je vais juste faire une remarque complémentaire dans le débat qui vient d'avoir lieu. Tout se passe comme si les marques dialoguaient directement avec leurs consommateurs, ce qui est vrai en termes de complicité au milieu. Il ne faut jamais oublier qu'entre les deux, il y a la distribution. Et les premiers à convaincre, les premiers qui mettent la pression aux marques pour créer une offre nouvelle tous les ans, ce n'est pas toujours les consommateurs. Le consommateur ne change pas tous les ans sa veste. C'est avant tout les réseaux de distribution. Et là, il y a un vrai chantier, parce que, bon, soi-disant, ils en font, mais on ne voit pas où ils font, eux, du développement durable, au passage. Donc c'est à eux aussi qu'il faut... Enfin, c'est vers eux qu'il faut aller, s'adresser à eux pour leur dire, attendez, à un moment donné, votre modèle, il ne fonctionne plus. C'est-à-dire que les gens, ils en sortent un peu, mais ils n'ont pas trop le choix. Donc là, il y a quelque chose à faire au niveau pédagogie pour que, quand Greg, à juste titre, parlait de l'ensemble de la filière, il y a c'est à ces acteurs-là qui sont aussi très déterminants. Mais finalement, le gros problème, c'est la marge. Aujourd'hui, on a beau mettre en place toutes... Ouais, faut pas le dire, pardon, excusez-moi. Mais en fait, toutes ces actions qu'on a vues tout à l'heure, personne ne fait tout. Parce que finalement, au bout d'un moment, dès qu'on s'attaque à aller, j'utilise que des matières vertueuses pour l'environnement, ça va me coûter plus cher, donc je ne vais pas faire le packaging. C'est au détriment de la marge. Et inversement, donc chacun fait un petit bout, et on voit aucune marque qui fait ensemble, parce que après, les produits coûteraient 1000 balles. La peur de rater des ventes. Donc ouais, et du coup, c'est peut-être le problème, il vient aussi de là, c'est de se dire, aujourd'hui, le consommateur, il n'est pas prêt à payer 1000 balles sa veste. Non. Et donc, on ne peut pas tout faire, quoi. Enfin, voilà, c'est plus une question. Non, mais c'est juste. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on ne peut pas demander aux consommateurs de payer beaucoup plus. Moi, j'avais juste une question par rapport au schéma on-running. Comment vous percevez ce système de location de chaussures? Est-ce que vous avez l'impression que ça va responsabiliser le consommateur à faire durer sa chaussure? Ou ça va faire que justement ce client en performance, il va garder sa chaussure 3 mois, et la renouveler, renouveler, un petit peu usée, et il la renvoie pour qu'elle soit recyclée, alors que vous avez très bien dit au début que le paramètre le plus important pour réduire l'impact, c'est d'augmenter la durée d'utilisation du produit. Donc, dans l'éthique d'avoir une chaussure monomatière recyclable, c'est génial. Par contre, je ne suis pas convaincu que faire un système de location qui, quelque part, à moins de mettre des contraintes au niveau du consommateur, faut que ça soit cadré. Pour lui dire, eh ben, ta chaussure, il faut au moins que tu la gardes 1 an avant que tu nous la renvoies, je ne suis pas sûr que ce soit vertueux.
À moins que On Running ait prévu de faire une vente en deuxième main après. Mais ce système de location, c'est ce qu'on en vient. On dit que les brands, il faut qu'elles poussent des choses. Mais c'est aussi une prise de conscience du consommateur et qu'elle impose des choses au consommateur. Et je ne crois pas qu'un système de location simple soit vertueux, parce que justement, il faut que le produit il soit le plus durable possible et que le consommateur l'utilise le plus longtemps possible. Il y a un côté positif à ça, en tout cas pour eux. Ouais. C'est marrant ce que tu disais tout à l'heure, Greg, produire plus pour gagner plus. En fait, le nouveau mindset, ça devrait être produire moins pour gagner plus, quoi. Mais c'est un mindset qui est compliqué à intégrer dans mettre en place. Et en fait, aujourd'hui, un produit plus durable devrait être plus cher qu'un produit, alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Un produit perf qui dure un UTMB, il coûte beaucoup plus cher qu'un produit timeless de chez Decathlon, j'ai envie de dire. Pour rebondir sur la question par rapport à On Running, le seul point positif de ça, c'est que ça va inciter la marque à faire des chaussures plus durables. Parce qu'elle ne peut gagner de l'argent qu'à partir du moment où ces chaussures elles sont moins renvoyées. Donc il y a déjà un premier aspect positif. Après, sur la partie conso, oui, ça va certainement définir des règles pour le conso, parce qu'il ne va pas pouvoir renvoyer sa chaussure toutes les 3 semaines. Mais en tout cas, en prix, quand on fait le tarif annuel, ça fait 360 €, ça fait l'équivalent de 2 chaussures haut de gamme par an. Et en tout cas, la marque a tout intérêt, via ce système-là, de faire la chaussure la plus durable. Maintenant, est-ce que c'est la solution du futur? C'est, comme on disait tout à l'heure, c'est une seule marque dans son coin qui fait un système. Voilà. Oui, je voulais rebondir sur le sujet du prix. Là, il y a un vrai travail d'éducation à faire du consommateur, parce que clairement, actuellement, en fait, il existe des solutions de réparation, notamment, je pense, aux sacs. Et récemment, j'ai fait l'expérience personnellement. J'ai dû payer quelque chose comme 75 € un sac chez Dakine, un sac de voyage. Et pour le faire réparer, j'ai un zipper qui a lâché. Ça me coûtait 74 €. Donc, j'ai le choix. En plus, hier, c'était mon anniversaire. Ils m'ont envoyé chez Dakine un bon pour avoir une réduction sur un sac. Et devinez, mais moi, alors, en tant que consommatrice, parce que quelle est ma position finalement? Soit j'ai des grosses convictions et je vais faire réparer mon sac à 74 € en me disant, en espérant qu'il tienne vraiment plus longtemps, soit je rachète un produit que je vais payer moins cher que la réparation. Parce que ça n'a peut-être pas été 100% aussi pensé en amont dans la conception du produit. Là pour et moi, aujourd'hui, la seule réponse entendable, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sur l'attachement qu'on peut avoir à un produit. Ouais. Enfin, il y a toute cette notion la notion japonaise du wabi-sabi qui est de dire que le produit il évolue avec moi, il vit avec moi, il vieillit avec moi et il se transforme avec moi. C'est quelque chose qui n'est pas du tout aujourd'hui élaboré dans les produits outdoor, ou très peu. On voit les grimpeurs. Il y a peu de notion d'attachement du produit. Justement mettre des pages sur leur veste aussi, parce qu'il y a cette notion de j'ai fait ce trou là à cet endroit là, et donc du coup je garde en tête les souvenirs que j'ai avec cette veste là. Mais aujourd'hui, les seuls produits qui répondent à ça, ça va être dans l'industrie du luxe, où on va garder son portefeuille très longtemps, ou son sac très longtemps, ou sa chaussure Edwin montée en cousu norvégien ou autre hyper solide longtemps pour la ressemeler. C'est le cas des chaussures de mountaineering aussi. Voilà. Mais c'est vrai que cette notion-là de le produit m'accompagne tout au long de mes voyages, du coup, c'est pas encore quelque chose au centre du débat. C'est un peu ce produit qui dure éternellement. Alors, je mélange un peu entre Pata et Columbia. C'est Columbia, je pense, Patagonia plutôt. C'est un peu ce qui se passe avec Patagonia, parce que vous savez que, certainement beaucoup d'entre vous connaissent Green Wolf, qui est dans la vallée ici et qui fait de la réparation de vêtements. Aujourd'hui, ils ont une problématique, une problématique qui n'est pas une problématique. Ils reçoivent des vêtements à réparer, que la réparation, elle risque de ne pas tenir. Oui. Tellement le vêtement est usé, mais les gens ont une attache sentimentale au produit, comme on disait, parce que peut-être qu'il a fait le Mont Blanc, peut-être qu'il a été faire le K2, et il y a une attache sentimentale au produit, et les gens le font durer, avec une réparation. Et je pense que c'est un créneau cette attache sentimentale, ils ont réussi à la créer. Alors, c'est pas de vrai pour tout le monde. Mais là où il y a déjà un non-sens là-dedans, c'est qu'on parle de produits qui sont majoritairement produits en Asie, c'est tout.
Et finalement, on a des ateliers qui sont ici en France pour réparer le produit où le coût horaire est déjà pas du tout le même. Donc quand on veut changer un zip, nous on a le même problème. Souvent on nous ramène des vestes au bureau en nous disant tiens tu peux changer le zip, ça doit être facile. Il faut enlever les bandes d'étanchéité, il faut ensuite enlever la doublure, enlever le produit. Des fois il faut leur dire bah écoute là si je prends toutes les heures de la prototypiste qui va passer à te changer le zip sur le produit, il faudrait repayer 300 €. Donc il y a déjà un non-sens là-dedans. Ça n'a pas été anticipé dans la conception et en plus dans le business model global où finalement on fait produire loin et moins cher, on réimporte ici, on demande de faire réparer sur des ateliers qui sont en France avec des coûts de structure complètement différents. Donc il y a déjà un non-sens qui est chanté. D'où, pour terminer aussi, le fait de produire en local et donc peut-être d'avoir les ateliers de réparation en local, qui sont des choses qui se développent, qui sont encore pas... Mais voilà, quand on achètera des produits européens faits et créés et produits pour le marché européen, on pourra peut-être avoir des services après-vente aussi qui seront un peu plus durables. Et puisqu'on arrive au bout, je voudrais juste reprendre les quelques petites phrases, j'en ai pas pris énormément, mais les quelques-unes qui ont été, en tout cas qui semblaient intéressantes, c'est est-ce qu'on peut revoir le niveau de la performance pour mieux servir la sustainability, qui était une bonne remarque. Il y a peut-être une petite éducation aussi là-dessus à faire. La conception du produit au service de la durabilité, donc avec le SAV, comment on peut mettre des choses en place pour finalement étendre la vie du produit, qui est un bon point, un très bon point. Étendre la durée de vie du produit, créer une filière collective finalement pour j'ai noté réunification des problématiques finalement pour centraliser les solutions au service d'une seule et même industrie. On l'a mentionné aussi, on a une planète, c'est une industrie. À un moment donné, peut-être qu'il faut aussi penser ensemble ça me paraît même indispensable. Revoir le problème aussi au niveau de la marque avant le consommateur, c'est-à-dire l'éducation, c'était pour faire référence la marque. Qui doit d'abord, elle, essayer de pousser le consommateur aussi à voir les choses un petit peu différemment. Revoir l'offre complète, créer de la croissance durable et gagner plus en produisant moins, parce qu'il y a certainement quelque chose à shifter là-dedans. Voilà, je crois qu'on est arrivé à terme du... Hélène, tu voulais prendre la parole ? Un mot pour conclure, rebondir. Alors déjà, merci à vous tous et puis d'avoir participé de manière active à cet atelier, exprimer des idées très intéressantes. Je rebondis par rapport à certaines choses qui ont été dites. Côté OSV, justement, sur l'innovation, on a créé un groupe de travail récemment sur les projets collaboratifs autour de la thématique développement durable et textile. L'objectif, justement, est de se faire réunir autour de la table différentes entreprises, différentes marques de la filière pour travailler ensemble. Et on est persuadé aussi que pour y arriver, il ne faut pas travailler seul dans son coin, mais ensemble pour arriver à développer des solutions concrètes pour diminuer l'impact de cette activité, notamment de la conception produit, notamment textile. Donc je vous invite en tout cas à y participer. La prochaine réunion se passe le 8 octobre. Donc certains d'entre vous font déjà partie du groupe, on en sera à la deuxième. Et l'objectif, ce n'est pas uniquement de faire des réflexions autour de la table, c'est vraiment de développer des choses concrètes, des outils, des groupes de travail par thématique qui vont aboutir sur des choses, dont certains projets collaboratifs. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour ça. Voilà, je vous remercie à tous. Merci aussi à On reste à Julien votre disposition, Greg, Julien, Hélène et moi-même. S'il y en a qui veulent poursuivre les conversations, c'est avec plaisir. Voilà, si vous poursuivez en off derrière, il n'y a pas de souci. Je remercie aussi tous les partenaires du Forum OSV aussi qui ont permis de réaliser tout ça. Et merci à vous et puis donc à très bientôt. Merci.